Bonjour. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment finaliser l'installation de Proto Chemical Engine Software et aussi la prise en main et le démarrage et l'exécution voilà, d'une opération assez simplifiée euh, pour qu'on puisse maîtriser la prise en main, au moins la prise en main initiale de cet outil. Alors comme vous savez, Proto Chemical Engineering Software est un outil de simulation et de modélisation des procédés. Donc il vous permettra l'établissement des flowsheets, manipulation des blocs et interconnexion entre blocs avec des flux de matière-énergie. Donc quand on dit bloc, c'est essentiellement un ensemble de programmes pré-configurés dans l'outil qui vous permettra, via la maîtrise et la connaissance des inputs et les variables intrinsèques du bloc, du procédé que vous manipulez, d'avoir en retour des résultats de la simulation, des outputs, qui doivent être affichés dans un fichier résultat ou même dans un tableau. Voilà. Donc, c'est un outil qui vous permet de faire à la fois le design et le rating. Donc, il va soit en lui donnant des inputs et configurant les paramètres intrinsèques du procédé, de vous donner les résultats, ou inversement, en lui faisant comprendre ce dont vous aurez besoin comme résultat, et en préconfigurant les inputs, il vous donnera les caractéristiques, soit géométriques ou les variables intrinsèques du procédé que vous devez configurer pour avoir le résultat souhaité. Et ça, c'est essentiellement le design. Voilà. Donc, pour commencer, vous devez disposer du fichier zip ou RAR Proto Chemical Engineering Software. Donc, la première étape serait de dézipper, donc de mettre le dossier Proto Chemical Engineering dans votre bureau pour qu'on puisse exécuter l'installation dans un dossier normal et non pas dans le zip, chose qui permettra, lorsque des fichiers seront générés dans le fichier, de les enregistrer dans le fichier sans aucun problème. Voilà. Donc vous avez le setup. Une fois dans ce dossier, vous avez setup. Vous double-cliquez sur setup. Ça permet de lancer l'installation. Alors, il y a quelques étapes d'installation qui sont cruciales, notamment la partie où vous devez choisir la licence et aussi la partie relative à ce Net Framework 1.1. Donc, c'est vrai que l'outil utilise une plateforme distribuable C++ et il doit avoir impérativement besoin d'une mise à jour du Net Framework sous cette forme 1.1. Donc parfois même si vous avez une version 4.0, il va impérativement vous demander d'installer Net Framework 1.1 qui, elle, permet l'exécution, on va dire, simplifiée et normale de l'outil. Donc ici, I agree. Donc il va d'abord installer le Net Framework et par la suite, il va revenir sur l'installation de Pro2. Donc maintenant, on va se déconnecter de l'installation de Pro2 systématiquement et puis on va revenir après. Alors ici, installer, il va mettre un peu de temps pour installer le Net Framework. Voilà. Alors en attendant son installation de ce Net Framework, je vais juste vous montrer où est-ce que se trouve la licence. Donc ici, vous avez un fichier Magnitude. Magnitude, c'est l'équipe qui s'est chargée, voilà, de vous livrer la licence, c'est gratuite. Donc double-cliquez sur Magnitude, vous avez FlexLM, FlexLM 72.dll. Donc ça, c'est le fichier de licence dont vous aurez besoin pour faire marcher votre outil. Donc cette licence devra être copiée et puis collée dans un dossier spécifique dans le répertoire d'installation, dans le C2. C2 Program Files, après je vais vous montrer. L'essentiel, c'est que c'est cette licence qui doit être copiée et après collée pour écraser une autre qui doit figurer dans l'autre fichier. Voilà. Donc quand il nous demandera le type de licence, ça sera FlexLM 7.2 ou 7.2. Voilà. Donc ici, il nous dit que l'installation de framework est terminée, donc OK.
Et après, il doit impérativement passer aux étapes d'installation de l'outil directement. Donc ici, il est sur les étapes d'installation de Pro 2. Donc ici, Next, oui. Et puis ici, il me demande est-ce que c'est une installation d'un PC seul, standard, standalone, ou d'un PC qui est connecté à un serveur. Et comme ça, l'installation se fera de manière bilatérale et la licence sera enregistrée dans un serveur pour que à chaque fois l'outil aille la chercher dans le serveur. Donc ici je mettrai standalone, next. Il me montre le répertoire d'installation. Donc ça sera c2./simci. Je le laisse comme ça. Et ici, c'est là où il me demande la licence. Donc ici, je choisirai la licence dont je dispose, FlexLM 7.2. Et je mets Next. Ici aussi, Next, Next. Et maintenant, il doit finaliser l'installation. Donc si tout va bien pour la majorité d'entre vous, la majorité des ordinateurs, donc l'installation devra être finalisée correctement. Alors dans une moindre partie, il y a quelques ordinateurs qui refusent, soit en raison de l'impossibilité d'installation du NetFromWork, en raison de ce qu'on appelle le CPU user. Donc, est-ce que vous êtes vraiment administrateur de votre ordinateur et il va vous permettre d'ajouter des choses dans la base de registre ou non? Si ce n'est pas le cas, donc certainement une machine virtuelle pourra faire l'affaire pour vous. Donc, il faudra penser peut-être à l'installer. Ça, c'est le premier défi. Alors, le deuxième serait essentiellement l'installation de ces bases TDM, qui sont des databases relatives à l'ensemble des équations d'état et des modèles de calcul d'équation d'activité qui doivent être préprogrammés dans ces bases et qui doivent être installés. Donc s'il y a un bug au niveau de cette étape, peut-être votre outil démarrera mais manquera d'un certain nombre d'éléments. Voilà, donc ici il nous parle d'un USB driver qui est une forme de sécurité supplémentaire, donc il va la virtualiser actuellement pour que voilà, l'installation se fait et l'exécution se fait avec la licence FlexLM dont on dispose. Voilà. Voilà. Donc ça aussi c'est une autre base de TAO12. Donc c'est relatif à la base précédente. Donc comme ce que je vous ai dit, dans une moindre partie, vous pouvez avoir un blocage au niveau de ce TAO aussi et qui est relatif à la base. Donc le logiciel démarrera mais fonctionnera, on va dire, un peu moins correctement que s'il était préprogrammé entièrement. Voilà. Donc je mets fin à l'installation et comme je vous ai dit, je vais aller copier ce FlexLM. Voilà. Alors ici, je vais copier cette partie, FlexLM 7.2.dll, CTRL-C. Après, je vais aller à ordinateur, C2. SimCI, Pro2 80, bin, et je vais mettre un CTRL-V ici, je vais la recoller, et puis je vais copier et remplacer. Donc je remplace l'ancien fichier. Et maintenant, le tour est joué. Normalement, Pro2 Chemical Engine devra marcher sans problème. Voilà. Donc ça, c'est le première interface que vous avez. Alors ici, vous avez une fenêtre des messages d'erreur, des messages des différentes itérations que vous allez effectuer. Ils vont pouvoir s'afficher ici. Alors qu'en haut, vous avez les différentes icônes sur lesquelles vous pouvez cliquer pour pouvoir préconfigurer et configurer votre flowsheet par la suite. Donc première étape, je vous suggère d'aller à New pour créer une nouvelle page. Donc une nouvelle page, vous avez une page blanche ici dans laquelle vous allez configurer votre flowsheet. Et à droite, vous avez la fenêtre PFD. C'est essentiellement la fenêtre des blocs que vous pouvez manipuler dans le flowsheet. Donc ici, vous avez différents blocs, hein, donc les diagrammes, flash,
pour la séparation liquide-vapeur, distillation, side column, shortcut, mixer, mélangeur, diviseur, échangeur, échangeur tubulaire, air-cooled, refroidisseur, puis plusieurs types d'échangeurs aussi, et compresseur, détendeur, pompe. Donc tout ça, c'est des choses qui sont manipulables dans les flowsheets, valves, pipes, dépresseurs, que les contrôleurs, tout ce qui est relatif au contrôle des procédés, aux correcteurs, les PID, optimizer, calculator, phase envelope. Phase envelope, c'est relatif à l'affichage des curves, des fuseaux, quand on a besoin de les afficher dans le flowsheet. Après, vous avez les réacteurs, conversion, equilibrium, plug flow. De toute façon, on verra ça en détail en deuxième année ou en troisième année, quand on parlera du réacteur Gibbs, qui est dédié à la prédiction des équilibres. Gibbs réacteur, réacteur de polymérisation, catalyseur. Donc là, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour établir le flowsheet d'un procédé bien déterminé. Alors, pour démarrer une simulation, il y a un certain nombre d'étapes. Comme vous savez, pour démarrer un outil, il faut absolument suivre un certain nombre d'étapes, certainement, pour qu'on puisse avoir la main à exécuter les différents blocs, les différents programmes et l'obtention des résultats. Donc, je peux dire qu'on est environ à 5 étapes qui sont conventionnelles, qui sont identiques pour tous les softwares, les chemical engineering software. Donc, première étape, et qui est généralement primordiale, c'est l'identification du projet. Donc, comme ce n'est pas des outils à manipulation, on va dire, légère, c'est des outils qui sont faits généralement pour servir des objectifs industriels. Donc, vous avez, à chaque fois que vous voulez établir un flowsheet, vous avez un certain nombre de renseignements qui doivent être préenregistrés et qui accompagneront le projet du début jusqu'à la fin. Alors ici, ce n'est pas une étape limitante dans Pro2 Chemical Engineering. Par contre, si vous prenez le cas d'Aspen Plus, par exemple, effectivement, on a impérativement besoin de mettre des identifiants et d'écrire un petit commentaire relatif au projet. Donc ça, c'est une chose qui se fait généralement ici, input description. Donc ici, c'est le PFD, la montrer ou pas la montrer. Voilà, donc cette icône va servir à masquer et démasquer la palette, la plaquette PFD. Donc ici, vous avez, comme ce que je vous ai dit, une description. Donc, project identifier problem, identifier username, site, puis une description ici, problem description. Donc tout ça, c'est des choses qui sont, comme ce que je vous ai dit, pas tellement primordiales. Ça, c'est la première étape. Alors, deuxième étape, c'est relative à la pré-programmation de l'outil, et ça plutôt sa préparation, donc tout ce qui est relatif au système unitaire. Et puis, il y a système unitaire, il y a ce qu'on appelle le report options. Qu'est-ce que vous voulez faire montrer dans votre rapport de résultats? Est-ce que toutes les variables que vous manipulez, toutes les températures, tous les flux, ainsi de suite. Donc ça, c'est des choses qu'on lui demande dès le début. Et puis, il y a une troisième étape qui est relative au choix des components. Donc on choisit les components dont on va servir dans le flowsheet. Et puis une quatrième étape qui est relative aux thermodynamic properties. Donc thermodynamic properties, c'est essentiellement les équations d'état qu'on va utiliser, les modèles de calcul des coefficients d'activité, les Henry components. Parce que comme vous savez, il y a plusieurs moyens de quantifier l'équilibre. Si vous êtes par exemple dans le cas d'une absorption simple, il y a moyen d'utiliser des modèles de calcul de coefficient d'activité pour quantifier l'équilibre liquide-vapeur, chose qui peut aussi se faire par équation d'état, en calculant le coefficient de fugacité, ou même basculer directement vers des formulations beaucoup plus simples lorsqu'il s'agit de solutions très faiblement concentrées. Par exemple, c'est le cas de l'utilisation de la courbe d'équilibre et de la constante d'Henry. Donc on se permet d'utiliser ce qu'on appelle les Henry components. On attribue le constituant à une constante
prédéfinis dans l'outil. Et puis, ça lui permettra de faciliter les calculs d'une part et la prise en compte d'un maximum de phénomènes s'il y a lieu dans une telle opération de séparation. Donc ça, c'est une étape qui s'avère très importante et qui va conditionner fortement les résultats. Un système idéal, c'est pas la même chose qu'un système non idéal. C'est pas la même chose que si on considère que c'est un système non idéal, mais qui est pris de manière plus ou moins légèrement écartée par rapport à l'idéalité via une constante d'Henry, par exemple. Donc tout ça se fait à ce niveau, donc, au niveau du thermodynamic data, donc c'est ici. Alors que ici vous avez component selection, et ici, si vous avez des propriétés thermodynamiques spécifiques, des components à rajouter, vous pouvez les rajouter ici. Et ici, c'est thermodynamic data. Voilà. Donc, arrivé à ce point, normalement, la pré-programmation est assez finalisée. Donc, il vous faudra par la suite l'établissement des blocs, l'établissement des flow sheets, la connexion des flux, des streams de matière et d'énergie. Et puis, l'interconnexion des blocs que vous allez manipuler, qui seront choisis parmi les PFD, parmi les blocs préconfigurés dans le PFD. Donc ça sera la 5e étape, l'établissement du flowsheet. Après, vous avez l'étape de run, de l'exécution. Donc ici, on exécute, donc on donne les inputs et on configure les blocs, et après, on lance la simulation. Alors, quand on lance, il faudra penser par la suite à analyser les résultats et à analyser les différents warnings que vous pouvez avoir. Est-ce que votre simulation a tourné correctement ou pas? Donc ça, c'est essentiellement relatif aux résultats que vous avez analysés. Est-ce que vous les jugez cohérentes? Est-ce que vous les jugez incorrectes? Voilà. Alors, pour commencer, je vais vous montrer une simple simulation rapide. Comme ça, ça vous permettra la prise en main. Alors, avant tout, un système unitaire. Donc ici, pour configurer un système unitaire, donc ici, je pourrais mettre initialize from UOM library. Donc il a déjà trois systèmes unitaires qui sont préprogrammés. Je pourrais mettre par exemple le metric. Ok, il va tout changer en metric. Et je pourrais moi-même changer s'il y a des unités spécifiques pour l'une des variables que je vais manipuler dans le flowsheet. Donc ici, ok, pas de problème. Voilà. Alors ici, j'ai configuré le unit system. Après, component selection. Donc ici, component selection. Je vais prendre par exemple un mélange ammoniac ou par exemple. Alors ici, je vais mettre select from list. Et ici, vous avez plusieurs banques de données, plusieurs listes des components. Donc, All Component Process Bank ou la All Component SimCI. Alors, SimCI, c'est une base dédiée, spécifique à cet outil et qui contient le maximum des éléments que vous pouvez manipuler dans les flowsheets. Alors, ici, j'ai cliqué sur SimCI et ici, je vais chercher Water. Donc, Water, directement, il me donne le component full name, Water. Et quand je double-clique, il doit s'afficher ici. Alors une fois affiché ici, normalement il est pris en considération, il faut juste cliquer sur OK pour qu'il soit pris en compte. Après, je choisis l'ammoniac, ammonia, et vous avez le NH3 ici, double-clic, il doit être là. Après, OK, j'ai mes deux components ici qui sont affichés. Donc ici, je dois avoir les components qui sont affichés directement. Alors le tour est joué ici, donc les components sont choisis. Je pourrais passer à l'autre étape. Alors, autre étape, soit j'ai des... alors parfois je pourrais manipuler dans les thermodynamic data des modèles qui ne connaissent pas parfaitement mes deux constituants. Ou même plus, je pourrais choisir un constituant qui est non conventionnel. Quand je choisis un constituant non conventionnel, je dois absolument donner à l'outil un certain nombre de paramètres, un certain nombre d'éléments qui lui permettront de réaliser les calculs sur ce new component, sur ce component non conventionnel. Donc ici, on a les thermophysical properties, on pourrait configurer des choses supplémentaires, et surtout, vous avez les Unifac structures. Alors Unifac, comme vous savez, Unifac est un modèle de calcul de coefficient d'activité
qui est basé sur, on va dire, les interactions moléculaires et sur la stéréochimie de la molécule. Donc si vous avez des components que vous avez déjà manipulés dans un laboratoire, vous avez déjà fait des analyses dessus, vous pouvez récupérer un ensemble d'informations et les injecter dans les Unifact Structures. Voilà. Donc c'est pas notre cas ici, ça c'est juste pour vous montrer à quoi sert cette thermodynamique component properties. Alors pour ce qui est de thermodynamique data, alors ici plusieurs possibilités. Comme vous savez, la quantification des équilibres peut se faire par des equations of state. Ici vous avez la majorité des equations of state qui sont disponibles en littérature, à commencer par Redlich-Kongswave. Vous avez une Redlich-Kongswave qui est adaptée au component SIMCI. Vous avez Peng, Robinson. Vous avez Lee Kessler, aussi elle est connue. Uniwals, qui est presque la même chose que Van der Waals. Voilà. Après, vous avez un ensemble d'équations of state qui vous permettront aussi la prédiction des équilibres liquide-vapeur et liquide-liquide-vapeur. Très important. Les équations d'état se montrent plus appropriées pour les pure components. Alors quand on passe à des mélanges liquides, dans l'écart de la concentration par rapport à l'activité s'avère intensifié, s'avère plus important, on bascule généralement vers des liquid activity. Alors liquid activity, vous avez des modèles de calcul de coefficient d'activité. NRTL, Uniquac, Wilson, Van Laar, Margules. Donc ces 5 modèles, on va les voir en détail, quoique vous avez plus que ça, et vous avez aussi idéal. Donc quand c'est idéal, il n'y a pas de modèle de calcul de coefficient d'activité qui est pris en compte, et le coefficient d'activité vaut 1. Et la concentration retrouve l'activité. Donc ici, je vais choisir quand même un modèle. Je me permettrai de choisir par exemple le Wilson, qui sera dédié pour la quantification des équilibres. Et arrivé à ce point, on est prêt pour établir le flowsheet. Alors pour commencer à établir un flowsheet, je vais sélectionner déjà un bloc flash par exemple. Je vais mettre ici. Voilà, je pourrais l'agrandir pour plus de visibilité. Et je mettrai streams. Alors streams, je vais connecter l'alimentation et après je vais connecter les deux sorties. Donc ici, je mets une flèche, premier clic, et je pourrais la ramener vers l'alimentation. Donc ici, à chaque fois, je la fais passer par quelque chose, par ce qui est rouge, il m'affiche flash F1 feeds. Feeds, c'est l'alimentation. Donc une fois j'ai cet affichage, si je reclique sur mon bouton gauche de souris, il doit le connecter systématiquement. Voilà. Alors après, je pourrais mettre mon curseur sur les autres connexions en rouge, celle-là par exemple, et il me mettra vapor. Donc ici, premier clic, et je pourrais la mettre où je veux, reclique encore, et il a configuré la sortie vapeur. Alors après, j'ai deux autres connexions, laquelle choisir. Il faut savoir déjà ce que je veux faire exactement. Mais moi, mon but serait de faire un flash pour séparer le liquide de la vapeur, tout simplement. Donc ici, j'ai water, et ici, j'ai liquid. Donc water, généralement, c'est tout ce qui est condensat. Et tout ce qui, qui sera éjecté de l'appareil sans qu'il soit ni pris en compte par le flux sortant liquide, ni par le flux sortant vapeur. C'est une sorte de purge pour évacuer les condensats en eau qui peuvent s'accumuler dans notre flash. Donc on ne va pas s'en servir, on va l'utiliser, on va considérer qu'on n'a pas de condensat et qu'il n'y a pas d'eau qui sera résultant de ce underflow. Et je vais recliquer sur mon bouton gauche pour configurer la sortie du liquide. Voilà. Ici, mon bloc, il est configuré. Alors, il me reste deux choses en rouge. Il me reste l'input, il me reste le internal variables, qui sont les variables que je dois configurer dans mon flash pour que je puisse démarrer la simulation. Voilà. Donc, si je double-clique sur le rouge, sur le S1, il me donne la main pour choisir les constituants et pour choisir la composition d'alimentation. Donc première chose, j'ai flow rate and composition. Flow rate, c'est les débits, débits de matière, et la composition. Donc ici, deux possibilités, soit individual component flow rate ou la total flow rate. Donc je me mettrai en total flow rate.
Donc ici c'est du molaire, sauf qu'en système anglais on est toujours en kilogrammes-mol. C'est des kilogrammes par heure, alors que les mols ils sont toujours scotchés au kilogramme. Donc vous savez que toujours on est en mol LB par exemple par heure, parce que tout simplement on est toujours en système anglais, on prend toujours la masse molaire en considération, qui est toujours scotchée au flow rate. Voilà. Donc ici je mettrai en 10, par exemple, 10 kg mol par heure, et ici mole composition, je mettrai en 0,5, 0,5. Voilà, 0,5. Donc ça, c'est l'alimentation. Donc ici un OK. Après, on a first specification. Il faut impérativement une autre spécification relative, par exemple, à la pression et à la température. Donc ici, je vais rentrer à une température connue. Je me dirais, par exemple, que je rentre à 10 degrés. Et une second specification related to pressure, la bubble point, dew point, liquid mole fraction, ainsi de suite. Donc ici, je me dirais que je suis en bubble point. Bubble point, c'est le point de bulle. Le point de bulle, c'est le point de saturation. Donc, je rentre en liquide saturé à 10 degrés et avec une flow rate and composition maîtrisée, connue. Voilà. Donc ici, il me dit thermodynamic system, avec quel modèle d'équation d'activité il va le calculer. Donc ici, Wilson, c'est déjà choisi. Voilà. Et il va le déterminer à partir de la connectivité du flash qui, lui, va être certainement pris en compte comme étant un bloc calculé via la prédiction des équilibres liquide-vapeur par Wilson. OK. Donc il me reste le flash, double-clic sur le flash. Ici, il me demande pressure drop, c'est la perte de charge. Donc ici, je ne mettrai pas de perte de charge. Ou ici, il me donne une second specification, température, chaleur, dew point, bubble point, isentropic. Alors ici, plusieurs possibilités, ça dépend du cas à traiter. Et puis, moi, mon but, par exemple, serait voilà, d'imposer une température ou là une pression. Je me dirais que je vais imposer une pression bien déterminée. Bon, laissant la température parce que je l'ai déjà en 10 ici. Donc ici, je vais grimper un petit peu en température, je vais être en 15. Et pour la second specification, je mettrai, voilà, je mettrai pas de perte de charge. Voilà. Donc ici, Wilson par défaut. Ici, je mettrai OK. Normalement, tout est configuré. Alors, je vais juste ici, je vais chercher la fenêtre des messages que je dois, je pense qu'elle va apparaître. Il n'y a pas de raison qu'elle n'apparaît pas. Donc, on démarra la simulation. Si je mets Run. Bon. Voilà. Voilà. Donc si je mets Run, normalement il a déjà tourné, donc je peux retourner encore. Donc ici, no errors, no warnings, no message. Ça prouve que ma simulation a bien tourné, mes résultats ils sont disponibles sans aucun problème. Donc ici il me montre les interactive calculations, total. Donc tout ça c'est relatif voilà, un détail de ce run, de la simulation, qu'est-ce qu'il en est par rapport aux erreurs, par rapport au temps des itérations, par rapport à combien d'itérations aussi, j'aurais pu le voir. Ici, c'est juste une itération rapide, donc case solve, c'est juste une itération de calcul d'équilibre. Donc le cas est résolu sans aucun problème. Alors après, je pourrais double-cliquer ici pour, pardon, je pourrais faire un clic droit et mettre View Results. Voilà, un autre OK, il va me montrer les résultats ici. Donc ici, il me fait comprendre que ce flux S2 est totalement vapeur, donc chose qui a été prévue. Température 15 degrés, et puis pression en kg par centimètre carré 3,10 et fraction vapeur égale 1. Voilà. Donc ici, concernant la composition, voilà. Donc j'ai essentiellement de l'ammoniac. Donc vous voyez, avant, j'avais un molar composition qui valait
0,5, 0,5. Alors ici, j'ai 0,99 en ammoniac, chose qui est normale parce que j'ai augmenté un peu de température. Il semble que l'ammoniac est beaucoup plus volatile que l'eau, chose qui est normale. Et puis, on se retrouve en phase vapeur avec un maximum d'ammoniac. Voilà. Donc ça, d'une part. D'autre part, ici, je dois avoir essentiellement du liquide qui doit contenir, lui, beaucoup plus d'eau. Donc 0,5 d'eau et 0,4 d'eau. Voilà. Donc il ne faut pas s'étonner parce que tout à l'heure on avait 0,9. Ici, si on a juste un peu moins de NH3, c'est tout simplement parce qu'on n'est pas trop loin de l'équilibre. Et le fuseau est extrêmement écarté du côté de la vapeur qui est beaucoup éloigné de la courbe de saturation. La courbe de Rosé est éloignée de la courbe de saturation et par conséquent on récupère beaucoup plus de vapeur contenant l'ammoniac que du liquide qui contient l'ammoniac. Voilà. Donc c'était juste un cas plus ou moins très simplifié pour vous montrer les étapes de simulation, pour concrétiser une simulation. Alors, notamment, vous pouvez faire beaucoup plus que ça. On va essayer de voir quelques exemples. Vous pouvez varier des paramètres, faire des analyses de sensitivity ou de sensibilité, varier des paramètres et puis constater d'autres, tracer des courbes aussi, c'est possible. Et puis faire du design aussi pour des colonnes de séparation, optimiser le nombre d'étages. Alors tout ce qu'on peut faire avec d'autres outils est aussi faisable ici. Voilà. Donc notre vidéo s'arrête ici et je remercie pour votre attention. Au revoir.